Ce film est consacré à la période pendant laquelle le Blitzkrieg allemand avait atteint son paroxysme et où l'infamie nazie était à son comble. Comme on l'a vu précédemment, le 1er septembre 1939, les armées allemandes attaquaient la Pologne par surprise. Le pari nazi de réduire le monde en esclavage était lancé. Le 3 septembre, Anglais et Français déclaraient la guerre à l'Allemagne. Au 27 septembre, les Allemands avaient balayé la Pologne et rejoint l'armée russe venant à leur rencontre. Déterminée à éviter une guerre sur deux fronts, l'Allemagne stoppa son avancée à l'Est et se tourna vers l'Ouest pour anéantir en premier lieu l'Angleterre et la France. Les 6 années d'entraînement intensif et d'expérience réelle du combat en Espagne et en Pologne semblaient avoir rendu l'armée allemande invincible. Mais qu'en était-il des Anglais et des Français? Observons d'abord les Anglais. Partis de rien, leur armée se déployait aussi bien sur leur territoire qu'à l'étranger. Car non seulement l'Angleterre avait déclaré la guerre, mais tous les États britanniques du Commonwealth, c'est-à-dire le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, étaient également déterminés à remporter une victoire sur l'hitlérisme et tout ce qu'il représentait. Et l'Angleterre avait une arme fin prête, la Royal Navy. Peu de temps après la déclaration de la guerre, elle avait balayé en haute mer la flotte de commerce allemande. En outre, des unités de la flotte britannique furent déployées à Suez, Malte, Gibraltar, dans la Manche et dans la mer du Nord, faisant le blocus contre l'Allemagne. La conquête du monde était impossible sans affronter le rocher qu'était l'Angleterre. Comment attaquer cette petite île? La question demeurait. Entre l'Angleterre et l'Allemagne se trouvait non seulement la France, mais également le Luxembourg, la Belgique, la Hollande, le Danemark, la Norvège et la Suède. Les peuples de ces petits pays neutres étaient pacifiques, travailleurs et libres. Sachant qu'ils se trouvaient au milieu, ils craignaient de voir violer leur neutralité. Hitler en était conscient. Il savait également que si ces pays s'unissaient aux Alliés, ils formeraient un solide mur démocratique contre l'agression nazie, et que ces conquêtes seraient bien plus difficiles. Pour cette raison, avant de frapper avec ses armées, il utilisa une autre arme, le matraquage de la propagande pour les troubler, leur faire perdre la foi, les diviser, puis les conquérir. Pour apaiser les esprits de ces petits pays neutres, Goebbels, chef de la propagande, leur assura que l'Allemagne ne voulait pas de la guerre. L'Angleterre et la France étaient responsables de tous les troubles. Puis ce fut le tour de Hitler. Dans un discours, le 6 octobre 1939, il leur fit toutes sortes de promesses. Aux Danois, il déclara « Nous avons conclu un pacte de non-agression avec le Danemark. » Aux Norvégiens, « L'Allemagne n'a jamais eu de conflit avec les États du Nord et n'en a pas aujourd'hui. » Aux Hollandais, il dit « Le nouveau Reich fait son possible pour maintenir son amitié de longue date avec la Hollande. » Et il annonça aux Belges « Le Reich n'a fait aucune déclaration qui puisse être considérée comme une menace à l'encontre de la Belgique. » Et pendant que Hitler faisait ses promesses, ses généraux choisissaient sans pitié leur première victime, la Norvège. Pourquoi choisirent-ils la Norvège? Ces criques escarpés ou fjords feraient d'excellentes bases pour les U-boats, à partir desquels des commandos pourraient s'attaquer aux voies de ravitaillement britanniques. Et elles procureraient aux nazis des bases aériennes vitales. Voici Scapa Flow, la base navale britannique, et voici sa flotte de blocus. À cette époque, les bombardiers allemands basés en Allemagne ne pouvaient les atteindre. Posséder des bases sur les côtes ouest de la Norvège leur permettrait de mettre ces défenses vitales britanniques à portée de leurs bombardiers. Mais ils ne pouvaient s'emparer de la Norvège sans prendre le petit État du Danemark, tremplin de cette offensive. Et à l'aube du 9 avril 1940, l'armée allemande franchit les frontières neutres du petit État du Danemark
et en quelques heures occupaient le pays entier. À la tombée de la nuit, la nation danoise est rayée de la carte et les Danois se retrouvent réduits en esclavage, 6 mois seulement après que Hitler avait déclaré « Nous avons conclu un pacte de non-agression avec le Danemark. Les Danois n'oublieront pas. » Pendant ce temps, en Norvège, des navires de commerce allemands d'allure pacifique, comme ceux-ci, s'étaient infiltrés dans les eaux neutres de la Norvège pour s'amarrer dans tous les principaux ports. Ils ressemblaient peut-être à des navires de commerce. Mais si les Norvégiens avaient eu des rayons X à la place des yeux, voici ce qu'ils auraient pu voir. Le cheval de Troie de la Grèce antique, réactualisé avec des armes nouvelles et bien plus destructrices. Au moment précis où les nazis envahirent le Danemark, ces navires aux allures pacifiques s'ébranlèrent. Au même moment, des navires de guerre nazis qui longeaient toute la côte commencèrent à remonter dans les fjords norvégiens. Navires, transports, chars, hommes et avions assaillirent simultanément ce pays sans défense. L'infanterie aéroportée s'empara de tous les aéroports stratégiques norvégiens. La tâche dans son ensemble fut facilitée par la traîtrise de la 5e colonne, dirigée par le major Quisling, qui prit le pouvoir et ordonna de supprimer toute résistance. Les vaisseaux nazis passèrent devant des armes silencieuses qui auraient pourtant pu les réduire à néant. Ce fut l'un des actes de traîtrise les plus étonnants que le monde ait jamais connus. Il apporta au major Quisling une gloire internationale, faisant de son nom le synonyme même de traître. Et l'après-midi du 9 avril, les Allemands avaient le contrôle total des 7 ports où ils avaient débarqué le matin même. Pour la première fois depuis plus de 200 ans, la population de Norvège voyait une armée d'invasion parader dans ses villes. Beaucoup des soldats nazis se pavanant en 1940 tels des conquérants avaient quitté la Norvège 20 ans auparavant, lorsque, enfants allemands réfugiés, ils avaient été protégés et élevés par de généreux Norvégiens. Aujourd'hui, ces mêmes Allemands étaient de retour, venus les remercier de leur gentillesse par la terreur et la destruction. Une fois la capitale occupée, les nazis se déployèrent rapidement dans toutes les directions. Mais des troupes loyalistes norvégiennes stoppèrent une colonne allemande entre Hamar et Elverum. Les Allemands firent alors appel à leurs bombardiers. Les Norvégiens furent forcés de se replier vers le nord, sous des attaques aériennes incessantes restées sans riposte. C'est ici que le capitaine Robert Losey, attaché militaire américain, fut tué, le premier soldat américain à perdre la vie dans ce conflit. Pendant ce temps, les nazis s'étaient dispersés dans tout le pays. De petites patrouilles occupaient tous les villages stratégiques. Des troupes parachutées atterrirent haut sur les montagnes. Des raids de bombardement restés sans riposte poussèrent à s'enfuir des civils vulnérables et terrorisés. Ils n'avaient pas voulu la guerre. Ils avaient fait leur possible pour l'éviter. Ils avaient accepté un compromis, espérant échapper au fléau nazi, et avaient tragiquement renoncé à s'allier aux autres démocraties. Mais aujourd'hui, ils faisaient face à ce fléau seuls et sans défense. Car avant même que les Alliés ne viennent à leur secours, les Allemands avaient le contrôle de tous les ports importants. Malgré tout, les contingents britanniques, français et polonais se mirent en route.
et débarquèrent en plusieurs endroits sur les côtes norvégiennes. Ils firent débarquer des forces au nord et au sud de Trondheim et tentèrent un mouvement d'encerclement de la ville, qui subissait des attaques aériennes lourdes et incessantes, ne suscitant pratiquement aucune riposte. Parce que le théâtre de l'action était hors de portée des avions de chasse, les Britanniques envoyèrent des porte-avions. Mais ceux-ci présentaient un désavantage au combat face aux avions décollant du sol. Les Alliés furent fortement touchés par les airs. Ayant subi de lourdes pertes, ils durent se retirer de cette situation désespérée. Plus au nord, à Narvik, ils connurent plus de succès, infligeant aux nazis de lourdes pertes navales. Ils débarquèrent et tinrent la ville pendant presque 2 mois. Ils prirent d'ailleurs leurs premiers prisonniers de guerre. Mais une fois encore, l'écrasante supériorité aérienne des nazis fut un facteur décisif. Et sous ces terribles bombardements aériens, les Alliés furent contraints de se retirer. Les Norvégiens loyaux se retrouvèrent avec leurs Quisling, leurs ruines et leurs morts. 6 mois après que Hitler eut déclaré « L'Allemagne n'a jamais eu de conflit avec les États du Nord et n'en a pas aujourd'hui. » Les Norvégiens n'oublieront pas. Hitler connut une nouvelle victoire. Il s'était approprié 2 pays de plus. Le monde s'étonnait, parfois même s'émerveillait de l'efficacité de cet homme. Dillinger, le gangster, était tout aussi efficace. Lorsqu'un homme ou une nation rejette toute considération pour les lois de Dieu et des hommes, il doit être plus efficace que ses victimes. La société possédait des forces de police pour traiter avec le gangster Dillinger, mais aucune pour traiter avec le gangster Hitler. De ce fait, il força la Norvège à la soumission et obtint ce qu'il voulait, des bases dont il pourrait se servir contre l'Angleterre. Il possédait alors la pince nord d'un énorme mouvement de tenaille. Un passage en France lui donnerait la pince sud. Le blocus effectué par des U-boats alliés à des bombardements de masse affaiblirait les Anglais pour l'invasion finale. Une fois l'Angleterre hors d'état de nuire, l'Allemagne pourrait s'étendre dans toutes les directions pour conquérir le monde. Et pour obtenir sa pince sud, la manœuvre suivante s'effectuerait logiquement à travers la France. À travers la France. Mais dans quel état se trouvait celle-ci pour affronter l'attaque? Ces scènes sont de l'histoire ancienne. Elles se sont produites en 1914. Les armées allemandes, sans prévenir, avaient traversé la Belgique neutre, envahi la France, atteint la Marne, à tout juste quelques kilomètres de Paris. À l'extérieur de la capitale française, les réservistes français arrivaient en masse, allant combattre l'ennemi dans tout véhicule capable de les transporter. Ce furent les fameux taxis de la Marne, pas les plus rutilants pour une marche au combat. Au milieu des lignes françaises se trouvait la 9e armée française, commandée par un général quasiment inconnu. Le 5 septembre 1914, on lui attribua ces paroles. « My right is driven in. My center is giving way. The situation is excellent. I attack. »
Il attaqua. L'offensive allemande fut contrée et Paris sauvé. Ce général relativement peu connu devint le commandant en chef des armées alliées et présidait lors de la signature de l'armistice avec les Allemands vaincus le 11 novembre 1918. Les Français érigèrent un monument en hommage à ce général. Au maréchal Ferdinand Foch, dont la devise était « L'attaque, toujours l'attaque ». Plus tard, ce peuple français lassé de la guerre érigea un autre monument, celui-ci dédié à un ministre de la guerre, André Maginot. Entre les idées symbolisées par ces deux ouvrages se trouve probablement l'histoire militaire de la chute d'une grande nation. Dans une époque fasciste, l'esprit fier de la France ne demandait pas moins que la victoire et plaçait sa confiance dans l'attaque. À l'époque de Maginot, un esprit moins fier ne demandait qu'à éviter la défaite et plaçait sa confiance dans le béton. Les Français bâtirent alors une chaîne redoutable de forteresses surnommée la ligne Maginot. Ces superbes bastions furent construits bien à l'intérieur des terres françaises. Ils étaient reliés par des passages et des voies ferrées souterraines, surveillant les frontières est de la France face à l'Allemagne. Et lorsque la France fut contrainte de déclarer la guerre en raison de la menace nazie grandissante, les troupes françaises, au lieu d'attaquer, se rendirent dans leurs grottes modernes pour attendre que les nazis viennent se heurter à la ligne Maginot. Et ces généraux, menés par le maréchal Pétain, annoncèrent fièrement « Dans cette guerre, celui qui bougera le premier sera touché ». Mais Hitler n'approcha même pas de la ligne Maginot, qui était le point fort de la France. Au lieu de cela, il s'attaqua à son point faible. Hitler savait que les Français avaient essayé d'éviter la guerre plutôt que de s'y préparer. Cette information fut l'une de ses meilleures armes. Il savait qu'ils possédaient des avions, mais il savait aussi que ceux-ci étaient vétustes. Il savait qu'ils avaient des chars, mais que ceux-ci étaient peu nombreux et faiblement blindés. Mais avant tout, il savait que la France était devenue une nation cynique et sans illusion. Quelle était la cause de ce changement des esprits français? En premier lieu, entre 1914 et 1918, les Français déplorèrent plus de 6 millions de victimes dans la défense héroïque de leur territoire contre l'invasion allemande. La fleur d'une génération tout entière fut perdue, avec son potentiel de sang neuf, de détermination et d'idéaux nouveaux. De plus, l'échec de la Société des Nations, en qui les Français avaient placé leurs espoirs de paix, la corruption d'un grand nombre de personnes haut placées et la rapacité des intérêts particuliers avaient tous contribué à ébranler la foi du peuple français en ses idéaux démocratiques. Et lorsqu'un peuple perd la foi en ses propres idéaux, il est mûr pour écouter les discours insidieux du diable. La France ressemblait toujours à un château imposant, mais les termites politiques de Hitler avaient tellement grignoté le ciment de l'unité nationale que le château était prêt à s'effondrer. Sabotage. 5e colonne. Grève. Émeute. Et pendant ces mois d'inactivité militaire que nous avons surnommés la drôle de guerre, un matraquage incessant de propagande allemande traversait les eaux du Rhin et touchait les soldats de la ligne Maginot. « Pourquoi combattez-vous » demandaient les banderoles. Des poèmes et des mots d'amitié étaient envoyés par ballon. Des airs français étaient joués par des orchestres allemands et des inepties allemandes étaient diffusées en français. Les Anglais se battront jusqu'au dernier Français. Les Anglais combattront jusqu'à la dernière goutte de sang français. Vous avez été trompés. C'était une guerre impérialiste au profit de l'Angleterre. Nous, Allemands, ne voulons rien de la France. Soldats, qu'arrive-t-il à vos femmes restées à la maison? Les Anglais occupent vos villages. Oui, la France était prête à être cueillie. La force entière de la puissance nazie était tournée vers l'ouest. Comment attaquerait-il cette fois? À travers l'Alsace et la Lorraine, comme en 1870? À travers les plats pays, comme en 1914? Quel était le modèle de conquête de 1940?
Les Français estimaient que la ligne Maginot était absolument imprenable, et de ce fait, pensaient que les Allemands essayeraient de s'engouffrer dans les Pays-Bas, comme en 1914. Mais même après l'attaque de Hitler sur la Scandinavie, la Hollande et la Belgique, ils se cramponnaient à leur immobilisme, contre tout espoir. Alors les Français massèrent ici 78 divisions, le long de la frontière belge. 17 se trouvaient sur la ligne Maginot. 10 divisions ici, au cas où Mussolini déciderait de se lancer, et 3,5 comme protection contre l'Espagne. Les Anglais avaient ici 10 divisions. La stratégie des Alliés en cas d'attaque contre les plats pays consistait à engouffrer leurs armées en Belgique comme à travers une porte, dont la charnière était l'extrémité nord de la ligne Maginot. Cette importante charnière était protégée par la forêt des Ardennes, une région vallonnée et très boisée, entrecoupée de cours d'eau, de sentiers étroits, avec des ponts trop faibles pour supporter le poids des véhicules militaires. Les stratèges français estimaient qu'il était impossible à des forces blindées de traverser la forêt des Ardennes. Comme vous pourrez le voir, ce fut dans toute l'histoire militaire l'une des estimations qui coûta le plus cher. Telle était la situation au 9 mai 1940. L'heure du jugement était venue. Les peuples des démocraties priaient pour avoir la force d'affronter cet ouragan de terreur. Alors que de l'autre côté du Rhin, une folie délirante s'emparait de la nation allemande. Wird die Einführung der allgemeinen immer wieder herniedersteigen. Und dass man die Wahrheit über Deutschland berichtet. 50.000 Mann auf den Baustellen, der ganz Deutschland erfasste. Überall herrscht seit einem Jahr Regen. Und für den deutschen Eck. Die Reinheit seiner Rasse hält. Hitler aber ist Deutschland wie Deutschland. Deshalb innerlich nicht zu uns gehört. Le jour était venu. À l'aube, le 10 mai 1940. Sans même déclarer la guerre, les armées allemandes lancèrent une attaque coordonnée sur les frontières neutres du Luxembourg, de la Belgique et de la Hollande, du nord de la ligne Maginot jusqu'à la mer. L'action fut simultanée sur la totalité du front. C'est pourquoi, dans un esprit de clarté, nous allons nous consacrer séparément à chaque pays. Voyons d'abord ce qui se produisit en Hollande. Les forces terrestres nazies brisèrent les défenses frontalières improvisées et conçues à la hâte. Mais l'attaque principale allait venir du ciel, loin derrière les lignes de défense.
Plus de 10 000 soldats débarquèrent de cette façon. Avant même que les citoyens éberlués de Rotterdam ne sachent qu'ils étaient en guerre, ces troupes, assistées par les membres entraînés de la 5e colonne, prirent rapidement le contrôle de l'aéroport et des quartiers isolés de la ville. Pendant ce temps, les colonnes blindées nazies se déployaient dans tout le pays. Leur progression fut favorisée par d'autres membres de la 5e colonne, qui empêchaient la destruction de digues et de ponts stratégiques. Ces forces rejoignirent les parachutistes largués sur Rotterdam. Les Hollandais étaient voués à l'échec. Au 4e jour de l'invasion, les nazis lancèrent un ultimatum au général hollandais. Toute résistance hollandaise doit cesser ou Rotterdam croulera sous les bombes. Le général hollandais n'eut guère le choix. Pour sauver les vies de civils innocents, il accepta les conditions allemandes. Mais malgré cette capitulation inconditionnelle, les nazis bombardèrent la ville. Une pléthore de bombardiers allemands survolèrent le centre de Rotterdam et frappèrent lourdement la ville, qui fut réduite à un tas de ruines. Ce fut l'un des étalages de sauvagerie le plus brutal que le monde ait connu. Plus de 30 000 hommes, femmes et enfants furent tués en l'espace de 90 minutes. 6 mois après que Hitler avait déclaré « Le nouveau Reich fait son possible pour maintenir son amitié de longue date avec la Hollande. Les Hollandais n'oublieront pas. » Au même moment, en Belgique, la force entière du Blitzkrieg nazi avait foncé à travers ses frontières neutres. La principale attaque allemande s'était portée sur le canal Albert, voie reliée à la Meuse, dont le point d'ancrage était le fort Eben-Emael, une forteresse moderne et apparemment imprenable. Les Allemands avaient secrètement construit en Tchécoslovaquie une réplique de la redoutable forteresse et avaient répété leur attaque jusqu'à ce qu'ils connaissent les moindres détails de sa construction et toutes ses faiblesses. Lorsque l'offensive réelle eut lieu, elle fut infaillible. Divisions parachutées, avions bombardiers en piqué, lance-flammes, bataillons de génie spécialement entraînés œuvrèrent tous ensemble, telle une équipe bien rodée. Ils savaient exactement où traverser le fleuve.
remarquerez que ce sapeur sait précisément où placer sa charge explosive afin de détruire ce blocos. Le fort Eben Emael résista à l'offensive nazie 2 jours seulement, avant que les armées allemandes poursuivent leur avance. Pendant ce temps, 1 heure et demie après le début de l'invasion allemande, les troupes alliées franchirent la frontière franco-belge pour aller au-devant des Allemands. Alors qu'ils se ruaient en Belgique pour prendre leur position défensive, ils tombèrent sur un obstacle auquel ils ne s'attendaient pas, des réfugiés. Mais les routes n'étaient pas engorgées de réfugiés par hasard. Les nazis avaient méthodiquement bombardé des petites villes et villages ne présentant aucune valeur militaire. Non dans le but de tuer, mais pour pousser les habitants sur les routes. Puis, par des tirs judicieux de mitrailleurs, les nazis les rassemblaient tels des troupeaux terrorisés pour chercher à entraver l'avance des troupes alliées. Des réfugiés servant d'armes de guerre. Un nouveau sommet dans l'inhumain. Pas d'école aujourd'hui, dit la pancarte. Les enfants avaient d'autres préoccupations. Non, pas d'école aujourd'hui. Alors que 6 mois plus tôt, Hitler avait annoncé « Le Reich n'a fait aucune déclaration qui puisse être considérée comme une menace à l'encontre de la Belgique. Les Belges n'oublieront pas. » Mais qu'en était-il des Alliés? Ils étaient convaincus que l'offensive allemande sur la Belgique et la Hollande constituait le gros de l'attaque et par conséquent engouffrèrent leurs armées en Belgique. Mais l'attaque sur la Belgique et la Hollande n'était qu'une feinte. La principale offensive allemande allait être centrée là où les Alliés l'attendaient le moins, à travers la forêt des Ardennes. Pour effectuer ce coup décisif, ils avaient secrètement rassemblé la force de frappe la plus redoutable que le monde ait connue, avec plus de 45 000 véhicules blindés.
Au moment même où les armées nazies se lançaient à l'assaut de la Hollande et de la Belgique, cette colonne commença à bouger. Les bataillons bien entraînés du génie ouvrirent la marche. Seules des patrouilles alliées dispersées leur firent opposition. Ils déblayèrent le terrain pour l'arrivée des chars. En 3 jours, la force blindée allemande atteignait la Meuse, 2 jours plus tôt que ce que les Français pensaient être réalisable. Selon toutes les règles, les Allemands auraient dû stopper ici pour attendre l'artillerie lourde avant d'essayer de traverser la rivière. Mais ils possédaient un nouveau type d'artillerie, les bombardiers en piqué. Grâce à ces derniers, ils pilonnèrent les positions françaises de l'autre côté de la Meuse. Avec une ardeur fébrile, les Allemands firent un barrage sur le fleuve avec tout ce qui pouvait tirer. Cette formidable concentration de puissance de feu dura tout au long de la nuit. Le jour suivant, des troupes de choc étaient en mesure de traverser le fleuve. Ces troupes de choc tinrent la tête de pont, jusqu'à ce que le génie leur apporte des pontons et leur construise des ponts. Puis, sans perdre une minute, la principale force blindée de la machine militaire allemande traversa ces ponts et continua son avance vers Sedan pour percer les lignes d'une France consternée et prise de court. C'en était fini des Alliés. Restait à savoir combien de temps cela prendrait. Regardez la carte, alors que l'un de nos officiers de renseignement commente les détails de la percée allemande. Nous parlons de la percée de Sedan, mais en réalité, celle-ci se produisit sur un large front.
s'étalant sur plus de 70 km, de Namur en Belgique jusqu'à Sedan. Plus au nord, les armées alliées s'engouffrèrent dans ces positions. Les armées allemandes avaient balayé la Hollande, traversé le canal Albert, et tout le monde savait qu'ils s'apprêtaient à attaquer le front allié avec toute leur puissance. Telle était la situation le soir du 13 mai, dangereuse mais obscure. Le 14 et le 15, il devint clair que la percée allemande au sud de Namur était à son plus fort et que la 9e armée française, attaquée en se mettant en position, avait été pulvérisée. C'était là sans aucun doute le point de danger absolu. Et le haut commandement français ordonna l'abandon de ces positions alors qu'elles n'avaient pas encore fait l'objet d'attaques. Ces positions furent seulement abandonnées en raison du développement de la situation le long de la Meuse, près de Sedan. Au même moment, on avait ordonné à la 7e armée française de faire son historique marche forcée vers le sud, dans les régions menacées par l'avancée rapide des Allemands. Cette armée n'avait pas l'habitude d'attaquer le flanc allemand, mais servait plutôt de bouchon pour colmater les brèches du front. Au cours de cette période, les Alliés avaient misé non pas sur l'offensive, mais sur la défensive. Et celle-ci fut vouée à l'échec parce qu'elle s'était retrouvée confrontée à une toute nouvelle technique de guerre, des avions, des chars et des équipes d'infanterie en action. Le monde fut sidéré par la vitesse à laquelle les colonnes blindées allemandes se déplaçaient. Quel était le secret qui permettait aux armées ennemies de couvrir de telles distances si rapidement? Le secret réside dans l'organisation des Allemands. Les forces blindées vinrent en premier, suivies de près par les divisions motorisées qui se détachèrent pour former de solides murs. Puis, dans le couloir ainsi formé, ils expédièrent les camions de ravitaillement pour approvisionner une colonne constamment grandissante. Il était évident que si la situation des Alliés venait à être rétablie, il faudrait couper la colonne allemande. Le 17 mai, le général de Gaulle attaqua le flanc allemand et fit quelques prisonniers. Mais ces forces motorisées légères avaient l'efficacité d'une épingle piquant les côtes d'un rhinocéros. Une attaque suivante ne fit guère mieux. Les moyens de contre-attaquer efficacement le couloir allemand n'existaient simplement pas. Là où il aurait fallu un nombre conséquent de divisions, seule une poignée de compagnies et de bataillons était disponible. Un groupe de chars lents britanniques lança une tentative audacieuse visant à couper le couloir allemand, au sud d'Arras. Mais un manque continu de puissance de frappe mena cette vaillante unité à la destruction. Le 21 mai, les Allemands atteignirent le port d'Abbeville sur la Manche. Protégeant leurs flancs le long de la Somme, les Allemands se répandirent vers le nord et vers l'est. Cela avait été une bataille parfaite de destruction. Le 28 mai, l'armée belge déposa les armes, acculée dans un espace limité et épuisée par la bataille. Cela laissa les défenseurs français et anglais désespérés et dos à la mer, dans le petit port de Dunkerque, sur la Manche. L'un des plus grands désastres de l'histoire se produisait. L'armée britannique dans sa totalité faisait face à la destruction. Mais des brumes et du brouillard recouvrant la Manche, surgit une étrange armada d'embarcations, de bateaux de pêche, de bateaux de plaisance, tout ce qui pouvait flotter. Les marins et plaisanciers britanniques étaient venus secourir leur armée. Dans les airs, les chasseurs paralysèrent la Luftwaffe. Alors qu'au sol, des unités sacrifiées plus petites continrent les Allemands suffisamment longtemps pour que le miracle de Dunkerque ait lieu. « 211 500 soldats britanniques et 112 500 Français et Belges furent sauvés. Plus de 300 000 hommes aguerris, fermement déterminés à revenir avec de nouveaux équipements et de nouvelles armes avec lesquelles ils pourraient faire disparaître de la face du monde ces nazis qu'ils abhorraient. Car les hommes libres sont comme des balles de caoutchouc.
Plus ils tombent de haut, plus ils rebondissent. À l'époque se trouvait à la tête des Anglais un homme qui avait rebondi toute sa vie, Winston Churchill, qui depuis des années s'évertuait à prévenir le monde du danger que représentait l'Allemagne. Pendant ce temps, la situation militaire de la France était pratiquement désespérée. Les 2/5 de l'armée française étaient perdus. Moins de 50 divisions survivantes devaient défendre un front de près de 300 km de long, allant de l'extrémité nord de la ligne Maginot à la mer. Et derrière cette mince ligne de front, il n'y avait aucune réserve. Le peuple de Paris, désespéré, envoya ses enfants dans le sud, priant pour qu'un miracle les mette hors de danger. Les soldats français, sans armes ou équipement adéquat, se préparèrent pour l'attaque à venir. Le premier coup tomba le 5 juin. La résistance française restait déterminée, mais au 8 juin, le flanc gauche de l'armée avait été pulvérisé et une retraite générale fut ordonnée jusqu'à la Marne et la Seine. Le 9 juin, la principale offensive allemande eut lieu. En 2 jours, les divisions blindées et motorisées allemandes vrombirent dans un territoire ouvert. Avec cette percée, le sort de la bataille de France était décidé, et à partir de ce moment, on parla officiellement d'un armistice. Mais qu'en était-il de la fameuse ligne Maginot ? Revenons quelque peu en arrière. Le 14 juin, les Allemands lancèrent 2 offensives sur la ligne Maginot. Dans les 2 cas, des infiltrations eurent lieu, mais n'oublions pas que ces fortifications étaient défendues par des hommes ayant perdu tout espoir. Pendant ce temps-là, Mussolini, pensant alors que c'était sans risque, envoya prestement ses divisions de l'autre côté de la frontière. La main qui tenait le poignard vient de le planter dans le dos de ses voisins. En France, la résistance organisée n'était plus viable. Le gouvernement avait 2 possibilités: se retirer en Afrique du Nord et gouverner depuis là-bas, ou abandonner la lutte. Les dirigeants français étaient vieux et fatigués. Le plus vieux et le plus fatigué d'entre eux était le maréchal Pétain. Poussé par des hommes comme Laval qui voyaient en la victoire de l'Allemagne une chance d'accéder au pouvoir, Pétain demanda un armistice le 16 juin. La nouvelle parvint à Hitler, qui reçut l'annonce de la chute d'une grande nation d'une manière très particulière. Les conditions de l'armistice furent également très particulières. Il devait être signé dans le wagon même où le maréchal Foch avait rencontré les Allemands battus lors de la précédente guerre. La délégation française arrive pour payer le prix ultime du manque d'unité des Français et la traîtrise de certains de ses dirigeants. Le prix ultime. Un prix pour les siècles à venir. Les Français n'oublieront pas. Plus des 3/5 de leur territoire allaient se retrouver sous une occupation militaire. Le reste devait être dirigé par un gouvernement français autorisé par Hitler. Un impôt de 400 millions de francs par jour allait être imposé au peuple français pour entretenir l'armée d'occupation allemande. Près de 2 millions de prisonniers de guerre français furent envoyés en Allemagne et gardés comme otages pour travailler en esclaves ou mourir de faim, de tuberculose ou d'autres maladies dans des camps. Les hommes furent délibérément et définitivement séparés de leurs familles afin de diminuer le taux de natalité français, éliminant ainsi et pour des générations à venir la France en tant que puissance mondiale. Les civils français, hommes, femmes et enfants, durent trimer dans les fermes ou les usines au profit de la race supérieure allemande au risque de mourir de faim. Nous posséderons une race étrangère servile. Nous ne devrons pas hésiter à les appeler esclaves. Des enfants français grandissaient avec une alimentation tellement inadaptée que beaucoup atteignaient l'âge de 12 ans avant de voir pousser de nouvelles dents.
Et pour avoir protesté contre les restrictions, des milliers de civils français seraient exécutés. C'était le prix que les Français devaient payer pour avoir signé l'armistice. L'élite de la race supérieure allait, elle, se rendre à Paris, pour se promener dans les rues de ce qui fut un temps la ville lumière. Comme vous pouvez le constater, aucune foule en liesse ne vient accueillir l'ordre nouveau. Français, voici quelques-unes des conditions... Lorsque la population parisienne redescend dans les rues, c'est pour y entendre la voix des dictateurs, leur disant ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent vivre, ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent penser, comment devenir esclaves. La République française n'est plus. Avec elle disparaissent la liberté d'expression et un gouvernement représentatif libre. Liberté, égalité, fraternité n'existent plus. Ce sont les Français. Ils écoutent avec leurs oreilles, mais leurs esprits et leurs cœurs sont ailleurs. En Méditerranée, où les couleurs des régiments sont emmenées en Afrique, hors de portée des nazis. La population pleure en voyant partir sa gloire, car elle ne sait pas encore que la France a toujours un espoir, un point de ralliement. Charles de Gaulle, un soldat dans la grande tradition de Foch, refuse de se rendre. Il continuera à se battre, regroupant autour de lui des Français loyaux du monde entier pour créer les forces françaises libres, les forces françaises combattantes. Oui, le peuple pleure en voyant partir ses drapeaux, ignorant que 2 ans plus tard, ces mêmes couleurs seront à nouveau déployées en Afrique du Nord, aux côtés de la bannière étoilée et de l'Union Jack. Une fois encore, ces chefs, le général de Gaulle et les célèbres forces combattantes françaises, sont unis, faisant cause commune avec les chefs de leurs alliés. Une fois de plus, les couleurs bleu, blanc, rouge de la France sont levées, pour sortir des cendres de la défaite et de l'humiliation de la France, son âme renaissant à nouveau. La victoire des démocraties ne sera complète qu'avec la défaite totale des machines de guerre de l'Allemagne et du Japon.